La thématique, faire évoluer le rapport au vivant sur mon territoire. Quelques petits mots en préambule un peu pratico-pratique quand seront venus ces temps-là. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, notamment dans le chat. N'hésitez pas également à inscrire vos noms dans l'intitulé de Zoom, et également peut-être les communes auxquelles vous appartenez. Vous dire également que ce support de présentation vous sera mis à disposition et que cet enregistrement, enfin ce webinaire sera enregistré et est enregistré. Donc si vous souhaitez ne pas apparaître, vous pourrez euh, ne pas activer vos caméras. Et donc cet enregistrement sera disponible sur la page de l'ARB Occitanie, sur la page TEN, Territoire engagé pour la nature. Sans plus tarder, un petit peu de contexte. Donc, ce webinaire s'intègre dans le cycle de webinaires à destination de la collectivité des communautés engagées dans les dispositifs Atlas de la biodiversité communale et Territoire engagé pour la nature. Dans le cadre de l'animation de ce réseau, que l'Office français de la biodiversité réalise conjointement avec l'Agence régionale de la biodiversité, je vais donner la parole dans quelques minutes à mes collègues, mais pour vous dire que dans le cadre des cycles de webinaires que nous organisons dans le cadre de cette animation, le précédent webinaire, le premier sur la thématique biodiversité, alimentation, santé, tout est lié, qui a eu lieu le 16 avril dernier, est disponible d'ores et déjà en replay sur donc la page TEN de l'ARB et que nous aurons donc un troisième et dernier webinaire qui aura lieu le 17 septembre prochain sur la thématique comment mobiliser les entreprises sur mon territoire. Sans plus tarder, je passe la parole à mes collègues Delphine puis Cécile pour vous faire un petit rappel sur les deux démarches donc des ABC et des territoires engagés pour la nature. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Charline. Delphine Young, pour ceux qui me connaissent pas, je travaille donc à l'Office français de la biodiversité dans le service appui aux acteurs et mobilisation des territoires, dans le même service que Charline. On est très content de vous accueillir ce matin. Moi, je voulais faire un bref rappel puisque effectivement, comme l'a dit Charline, ce webinaire s'adresse aux collectivités engagées dans les démarches ABC et les démarches TEN. Je voulais faire un bref rappel sur ce que c'est qu'un atlas de biodiversité communale et vous donner les infos pour les communes qui seraient intéressées pour s'engager dans ce dispositif. Donc, un atlas de biodiversité communale s'appuie sur trois piliers principaux. Tout d'abord, la connaissance, c'est-à-dire qui passe par des inventaires du patrimoine naturel, la mobilisation de l'ensemble des acteurs socio-économiques du territoire communal ou intercommunal concerné l'ABC doit produire, enfin, est un outil d'aide à la décision puisque il doit permettre le passage à l'action. Donc, c'est un outil d'aide à la décision pour les élus qui se termine avec deux principales productions, une cartographie des enjeux et un plan d'action avec une liste d'actions qui doit permettre à la collectivité de mettre en place une réelle stratégie biodiversité dans les différentes politiques publiques de son territoire. Peut-être juste de vous dire que pour les communes qui sont pas encore engagées dans ce dispositif-là, il y a des financements dédiés à l'OFB que à hauteur de 80% des dépenses éligibles par projet ABC et vous trouverez toutes les informations sur la plateforme Aide Territoire dans la mesure qui s'appelle Agir pour la biodiversité, des atlas de biodiversité à la restauration écologique, qui concerne deux sous-mesures dans le fond vert, deux sous-mesures, donc une sur les ABC, une sur la restauration écologique. Voilà, pour toutes les infos, n'hésitez pas à me contacter, on vous transmettra mes contacts exacts si vous souhaitez revenir vers moi sur ce sujet. Cécile, je te passe la parole. Donc, quand vous avez fait un ABC, que vous aboutissez à un programme d'action, il est possible d'en piocher quelques-unes pour les faire reconnaître territoire engagé pour la nature, par exemple. Le passé.
Donc, Territoire engagé pour la nature, c'est un programme de reconnaissance qui est national, qui est porté par l'OFB et qui est déployé en Occitanie par nous, ARB Occitanie, Agence régionale de la biodiversité. La reconnaissance pour une collectivité qui s'engage, elle est de 3 ans. Tu peux passer. Et puis, elle va reconnaître des démarches de progrès, c'est-à-dire que le niveau d'ambition ou le niveau de départ n'est pas un critère important, mais ce qu'on va saluer dans Territoire engagé pour la nature, ce sont vraiment des projets vers l'avenir et cette démarche de faire mieux, d'améliorer ce qui est fait actuellement dans la commune ou alors le PCI, puisqu'en fait, c'est un programme qui s'adresse à ces deux types de collectivités, communes et EPCI. Donc aujourd'hui, en Occitanie, on a 157 collectivités qui ont déjà lancées ou qui ont candidaté à Athènes. Toutes n'ont pas forcément été reconnues, mais on les garde quand même dans notre réseau et on leur propose notamment de participer à des webinaires comme celui d'aujourd'hui ou encore de recevoir notre flash info. Et actuellement, donc dans les 3 ans de reconnaissance, nous avons parmi notre club d'Athènes 90 collectivités qui sont, elles, valorisées, participent à des ateliers ou sont invitées à des sorties terrain. Et pour l'Occitanie en général, on a eu déjà 121 territoires engagés pour la nature. Donc, ce que ça peut apporter, je ne vais pas tout lire, c'est plus de visibilité, mais aussi des ressources, être mis en relation avec d'autres collectivités qui lancent des actions analogues, ce qui peut être inspirant. Ça peut être aussi un critère, territoire engagé pour la nature, pour accéder à des financements. Typiquement, à l'intérieur d'un programme territoire engagé pour la nature, on peut noter, tiens, je vais faire un atlas de biodiversité communale et le fait de s'engager d'antenne, d'avoir mis en place des contacts avec nous, l'ARB ou d'autres collectivités TEN, c'est un critère favorisant pour l'accès à des financements Atlas de biodiversité communale. Donc voilà pour la reconnaissance TEN. Et rapidement, donc vous pouvez candidater à TEN jusqu'au 3 juillet cette année. Il suffit de se connecter sur la plateforme Territoire engagé pour la nature Occitanie, de choisir la région Occitanie et puis ensuite rejoindre le programme en cliquant sur le lien vers démarche numérique qui est l'outil de dépôt des projets Territoire engagé pour la nature. Voilà de mon côté. Et bien sûr, vous pouvez Merci. me contacter si toutefois vous avez besoin d'informations, si vous n'êtes pas encore TEN ou que vous souhaitez renouveler votre engagement. Merci beaucoup, Cécile et Delphine. Je me rends compte effectivement que je ne me suis même pas présentée. Donc effectivement, comme le disait Delphine, donc je suis Charline Luc et je travaille donc au service d'appui aux acteurs et à la mobilisation du territoire de la direction régionale OFB Occitanie, aux côtés de Delphine notamment. Alors, on va donc voilà, vous faire un petit programme donc, du coup, de ce webinaire. Petit rappel programme, donc après une petite introduction, voilà, pour introduire cette thématique sur l'évolution du rapport au vivant, on entendra donc Charlène Kermargoré pour faire un petit panorama sur les outils et ressources à mobiliser sur son territoire. Avant de passer la parole à Mathieu Argot et Astrid Guillot de l'agence Bipolar, enfin un inventaire sur les relations vivantes. Et enfin, nous écouterons Natacha Berlin, donc de la ville de Tarbes, qui nous parlera de comment consolider la mémoire collective pour lutter contre l'amnésie environnementale. Mais avant tout, une petite entrée en matière avec une petite question, qui est la suivante. Vous, quand on parle de transformation du rapport au vivant, quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit, qui vous vient en tête parmi les propositions suivantes? Donc, changer son alimentation, aller à destination du bio, du local, de saison, par exemple, passer davantage de temps dans les espaces naturels, être plus attentif, attentive aux espèces végétales ou animales, peut-être faire évoluer les statuts moraux et juridiques de la nature ou d'éléments naturels, peut-être favoriser la culture des mémoires d'état de la nature, ou encore des activités artistiques et sportives en lien avec la nature. Cécile, si tu veux euh, transmettre cette question. Une seule réponse attendue, hein, c'est bien ça, Tout Charline, à hein. fait. Effectivement, c'est vraiment La, la la première principale, voilà. principale, disons comme ça, la principale idée qui vient en premier quand on parle de transformation du rapport au vivant.
On va vous laisser une minute pour remplir, pour faire Voilà, votre choix. notre choix, exactement. Encore 10 petites secondes. Vous êtes presque les trois quarts à avoir répondu. Je vous laisse Il y en a faire le certains, choix. il y en a certains qui trichent un peu et qui votent pour tout dans le chat. Voilà. Allez, je mets fin au sondage. Il y a 80% des gens qui ont répondu et je vous partage les résultats presque sans appel. Eh bien, effectivement, on a une belle concentration autour d'être plus attentif et attentive aux espèces végétales et ou animales croisées, vues ou entendues dans notre quotidien, mais également donner un statut moral ou juridique à la nature et ou passer davantage de temps dans des espaces naturels ou naturalisés. Ce petit questionnaire, déjà pour vous présenter un petit peu la diversité des approches, en fait, des entrées en matière autour de cette thématique, vous montrer que, voilà, même s'il y a une concentration des réponses autour de trois réponses principales, il y a quand même une diversité de sensibilité par rapport à l'approche. Certaines disaient que toutes les réponses étaient correctes. Effectivement, il n'y a aucune réponse fausse, évidemment. Mais voilà, ça révèle une diversité d'approches de cette thématique de la transformation du rapport au vivant qui ont toutes euh, un intérêt, un rôle à jouer et des limites, mais qui mettent bien en avant l'importance de multiplier en fait toutes ces approches pour mener à une réelle transformation, comme j'espère on va le voir dans la suite de ce webinaire. Avant ça, en guise d'introduction, je vais vous transférer une petite vidéo pour présenter les enjeux de cette thématique. Hop, voilà. C'est un fait. La biodiversité s'effondre à un rythme sans précédent. Et les principaux responsables, les humains, regardent ailleurs. Comment expliquer un tel phénomène ? L'une des raisons pointées par les scientifiques est que nous nous sommes peu à peu éloignés de la nature. Nos modes de vie, toujours plus urbains, toujours plus concentrés sur les écrans et l'accumulation de biens, nous coupent du reste du vivant, au point d'oublier que notre survie en dépend. Car la biodiversité n'est pas seulement un joli décor composé d'une grande diversité d'espèces, elle est aussi faite d'interactions qui relient humains et non-humains et déterminent leur vie sur Terre. Si les non-humains ne vont pas bien, les humains non plus. Alors comment remettre le vivant au cœur de notre façon de penser et d'habiter le monde pour mieux le préserver ? Dédié à la sauvegarde de la biodiversité, l'Office français de la biodiversité s'est emparé du sujet pour mobiliser la société en lançant un chantier sur les relations entre humains et non-humains. Son objectif, changer notre regard sur le vivant, à travers la recherche et l'acquisition de connaissances, via l'éducation des plus jeunes, en reconnectant l'école à la nature pour mieux l'observer, la comprendre, la toucher et s'y attacher. Dans le domaine de la santé, pour prendre en compte l'interdépendance entre notre bien-être et celui des autres espèces. Ou encore en mobilisant les secteurs de la culture, des arts et des médias pour réinventer des imaginaires et des récits collectifs qui intègrent pleinement le vivant. Parallèlement, des expérimentations émergent pour placer les non-humains au cœur de l'action publique. Dans certaines collectivités, les non-humains sont partie prenante de la gouvernance. Leurs intérêts sont pris en compte pour aménager un quartier, gérer un espace naturel ou décider de l'avenir d'un territoire. Ailleurs, on s'interroge, en complément du droit de l'environnement, sur la possibilité d'attribuer une personnalité juridique à des écosystèmes pour mieux les protéger. Autant d'actions porteuses d'un nouveau modèle pour nous, humains.
ne plus seulement vivre de la nature, mais avec elle, puisque nous en faisons pleinement partie. Le projet Relations humains-non humains de l'Office français de la biodiversité s'inscrit dans les changements transformateurs prônés par l'IPBES, équivalent du GIEC pour l'environnement, pour enrayer le déclin de la biodiversité. Et voilà donc pour cette courte vidéo qui, j'espère, aura bien introduit notre thématique de la journée. Et sans plus tarder, je passe la main à ma collègue Charlène en arrêtant mon Bonjour à partage. toutes et à tous. Merci Charline pour cette introduction. Donc, moi, je m'appelle Charlène Kermagorette. Je suis chargée de mission sciences humaines et sociales à l'Office français de la biodiversité. Je travaille dans une direction nationale qui est dédiée à la mobilisation des acteurs et des citoyens sur les enjeux de biodiversité. Et je pilote le projet Relations humains-non humains qui vient de vous être brièvement présenté à travers cette vidéo. Et je vais vous donner un peu plus de détails sur ce projet. Je vais partager mon écran. Pourquoi l'OFB travaille sur ce sujet-là, comment, et puis en profiter pour vous présenter quelques actions qui s'inscrivent dans ce projet et qui peut permettre de vous donner quelques idées d'outils à mobiliser, de ressources qui peuvent être aussi consultées pour vos actions sur vos territoires. Je reviens un peu en arrière, mais pourquoi l'OFB se saisit de ce sujet du rapport au vivant? Comme ça a été dit dans la vidéo, on se repose aussi sur les constats posés par l'IPBES, cette plateforme intergouvernementale, qui en 2019 indique qu'il faut des changements transformateurs, donc des changements profonds dans la société pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Et en 2024, donc dans un rapport plus récent, cette même instance, donc l'IPBES, pointe le rapport au vivant comme une des causes sous-jacentes de l'érosion de la biodiversité, puisqu'on est dans un rapport de domination de nos sociétés humaines vis-à-vis du reste du vivant. Et puis, il pointe aussi la déconnexion croissante de la population vis-à-vis des espaces naturels. Donc partant de ces constats-là, d'autres constats, le fait que il y a quand même pas mal de scientifiques qui travaillent dans les sciences humaines et sociales ou en écologie qui étudient ces relations au vivant et qui invitent aussi à faire évoluer ces relations. Et puis, il y a aussi de nombreuses initiatives qui sont portées par des associations, par des collectivités, par des entreprises, etc., qui expérimentent, qui envisagent d'autres relations au vivant à l'échelle de collectivités, d'entreprises, d'aires protégées, etc. Et donc l'OFB s'inscrit dans cette dynamique avec l'intention d'intensifier ce travail sur les relations entre humains et non humains via ses actions et puis aussi via les actions de ses partenaires. Et donc pour ça, le projet Relations humains-non humains, il s'appuie sur différents leviers d'action. La production de savoirs scientifiques et de savoirs locaux sur ces relations entre humains et non humains. L'expérimentation, comme je le disais, à différentes échelles, collectivités, aires protégées, entreprises, etc. Et puis sur la base de ces savoirs produits et de ces expérimentations, une volonté de diffuser, d'essaimer ces retours d'expérience, ces savoirs. Donc un levier plutôt sur la communication à travers notamment des partenariats avec le monde de la culture et des médias, de l'outillage sur des sujets spécifiques. Et puis un cinquième levier qui vise à faire évoluer les politiques publiques et les institutions. Et ces leviers, ils sont activés sur différentes thématiques, donc l'éducation, les imaginaires et les récits, la gestion des espaces naturels, l'économie, la cohésion sociale, la santé globale ou encore les droits de la nature et la gouvernance. Donc pour illustrer davantage ce que ce projet recouvre, on a par exemple travaillé sur
le concept d'amnésie environnementale, l'idée que de génération en génération, on oublie ce qu'était l'état de la biodiversité dans le passé et quelles étaient nos relations aux vivants dans le passé. Euh, et donc pour ça, on a mis en place différents formats pour mettre en avant des retours d'expérience portés par des associations, des collectivités qui luttent contre cette amnésie environnementale en faisant vivre une mémoire collective intergénérationnelle. Donc ça a été fait à travers une journée d'échange technique, un podcast et des notes techniques qui sont disponibles sur notre site internet. Parmi les retours d'expérience mis en avant, ben, le programme Drôle d'oiseau de la LPO qui met en fait en relation des scolaires et des résidents d'EHPAD qui vont se rencontrer pour ben, les anciens vont parler de souvenirs autour de la vie faune sur leur territoire. Et donc les jeunes générations vont s'enrichir de cette mémoire, dialoguer, comparer le passé, le présent, et puis ils vont construire des aménagements favorables à la vie faune dans le but de mettre en place des refuges LPO sur leur territoire. Autre exemple, la plateforme Histoire de nature qui est portée pour la partie française par le Muséum national d'histoire naturelle. Donc c'est une plateforme en ligne et chacun est invité à poster des témoignages, des souvenirs de l'état de la biodiversité ou de relations passées avec le vivant. Donc là, j'ai choisi un petit extrait d'un post d'une personne, j'avais noté son nom mais je ne l'ai plus, qui est basée à Concarneau et qui nous parle du pauvre verrucaire noir et donc qui nous dit, ben, cette photo date d'il y a 15 ans. On y voit ce lichen noir communément appelé verrucaire noir. Je suis retournée sur ce lieu récemment et les rochers alentours sont désormais à nu, sans ces couleurs noires et orangées qui lui donnaient ce petit charme et ce côté vivant. Voilà, donc je vous invite à consulter cette plateforme qui est très chouette. Et puis, vous dire que sur ce sujet de l'amnésie environnementale, bah, on continue à travailler sur ce sujet-là, cette fois en incitant à de nouvelles expérimentations, de nouveaux projets dans les territoires, puisqu'on a lancé euh, en ce tout début d'année un appel à manifestation d'intérêt pour favoriser les liens intergénérationnels autour des enjeux de biodiversité. Donc cet appel, il est maintenant clos et il y a 5 projets qui vont démarrer au cours de l'année. Autres actions, on a proposé dans le cadre de la campagne des Atlas de la biodiversité communale en 2025 un axe spécial et optionnel sur la transformation du rapport au vivant à l'échelle du territoire. Parmi les collectivités qui ont proposé un volet sur la relation au vivant, donc il y a 22 ABC qui vont débuter et qui portent sur une diversité d'outils, d'approches mobilisées, des enquêtes sur les savoirs locaux et les perceptions, la prise en compte des attachements et le lien sensible par la collecte des attachements, la production de cartes sensibles et dans certains cas aussi une réflexion sur la définition d'une trame sensible qui pourrait compléter les trames existantes sur le territoire, trame verte, trame bleue, etc. La mobilisation du registre historique, donc là ça fait écho à l'amnésie environnementale et comment est-ce qu'on peut comparer le passé et le présent, favoriser les liens intergénérationnels, etc. Faire évoluer la gouvernance en intégrant les intérêts des non-humains. Certains projets d'ABC proposent une représentation de la nature dans les instances de l'ABC, voire au-delà, à l'échelle d'instances locales, territoriales. La construction de nouveaux récits et puis la mobilisation du registre artistique. Donc là, vous voyez une carte des 22 ABC concernés. Et puis j'ai fait un petit focus là sur les projets en Occitanie et en PACA. Il y en a 9 là qui ont été retenus en tout pour ces 2 régions. Et puis, vous aurez un aperçu des actions proposées dans le cadre de l'ABC de Tarbes et puis de Montauroux dans ce webinaire. Vous dire qu'il y a différentes initiatives qui ont aussi inspiré ces propositions dans le cadre des ABC. Je pourrais mentionner ici
une action portée par la communauté de communes de Côte d'Emeraude en Bretagne, qui, dans son atlas, en fait, proposait, enfin, ils ont mis en place une sorte de il y a un crieur de l'Atlas qui s'appelle Tino Rossignol, qui était présent chaque semaine sur le marché de la ville de Dinard et qui donnait des nouvelles de la biodiversité, donc en lien avec la partie inventaire, sciences participatives, actions, enfin, à travers toutes les actions de l'ABC. Et puis un autre projet qui là n'est pas réalisé dans le cadre des ABC, mais dans un autre cadre, celui des atlas socioculturels des rivières de Bretagne, qui concerne différentes rivières donc en Bretagne et qui ont développé des cartographies sensibles, donc là avec des sites web aussi euh, assez intéressants. On peut cliquer et puis lire un témoignage, écouter une capsule sonore, etc. Donc voilà quelques retours d'expérience. Vous dire aussi que dans le levier plutôt d'outillage, de formation de ce projet relation humain-non humain, on a travaillé avec le CNFPT, avec l'agence bipolaire dont vous entendrez tout à l'heure Mathieu et Astrée, et puis l'agence Camille Alfada sur ces retours d'expérience et donc une volonté d'essaimage, de porter à connaissance les outils qui peuvent être mobilisés dans les territoires pour prendre en compte donc, ces relations au vivant et leur déploiement dans les politiques publiques. Sachant que ça a plusieurs atouts, hein. Ça peut permettre une meilleure appropriation des enjeux par la population, favoriser l'implication citoyenne, renforcer le dialogue entre les acteurs. Donc, il y a eu un webinaire de présentation de ces enjeux, des outils, qui s'est déroulé fin mars et qui est disponible, enfin le replay est disponible sur Internet à l'adresse indiquée. Et vous annoncez qu'il y aura une formation de 3 jours en présentiel fin 2026 à Montpellier pour approfondir ces outils. Et donc, cette formation, elle s'adresse en premier lieu aux animateurs territoriaux, chargés de mission, et puis plus largement aux personnes travaillant dans la fonction publique, que ce soit au niveau territorial ou de l'État. Euh, je vais m'arrêter là après, juste en vous disant que, il y a d'autres retours d'expérience et d'autres thématiques qui sont explorées dans notre collection de podcasts qui s'appelle Être vivant, aussi disponible sur Internet et puis sur les différentes plateformes d'écoute, avec un premier épisode sur l'amnésie environnementale et puis d'autres épisodes sur comment faire évoluer la gouvernance en intégrant ces relations d'attachement de la population avec le reste du vivant, comment porter la voix de la nature aussi dans certaines instances de gouvernance. Euh, la question des imaginaires et comment faire évoluer les imaginaires à travers les médias et la culture. Et puis un cinquième épisode sur comment développer une relation positive entre les élèves, équipes éducatives et les êtres vivants, à travers un retour d'expérience d'une aire éducative en Bretagne. Voilà, je vais m'arrêter là, mais si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup, Charlène. En tout cas, et puis donc vous aurez hein, toutes les ressources là dont a parlé Charlène. Vous les retrouverez dans les liens qui sont dans sa présentation. Et puis je pensais aussi vous transmettre, on vous transmettra avec Charline les pages qui sont dédiées aussi sur le site internet de l'OFB où il y a pas beaucoup de ressources différentes sur ces sujets-là, soit en lien avec les ABC, soit même des ressources plus générales. Donc ça, on vous enverra tout ça. N'hésitez pas soit à mettre des questions dans le chat, hein. Après, il y aura un temps de ça, je sais plus si Charline l'a dit, mais un temps d'échange avec chaque intervenant en fin de présentation. Donc soit n'hésitez pas à mettre vos questions au fil de la présentation, soit même vous pouvez voilà prendre la parole si vous avez des informations complémentaires à demander à Charlène. Et si c'est tout clair pour vous, eh ben, je vous propose d'enchaîner avec la présentation suivante. Merci beaucoup, en tout cas, Charlène. Merci à vous.
C'est à nous, je crois, de présenter, c'est ça? Euh, Charline. ouais, Ah oui, c'est à nous. Ça y est. oui, J'attendais. excusez-moi, oui, oui, donc la Pas de présentation souci. suivante, bipolar, je vous passe la parole, n'hésitez pas, allez-y. Merci. Alors bonjour à tous. Je vais commencer pendant qu'Astrée va partager le document de présentation. Je m'appelle Mathieu Argot. Je travaille donc au sein de l'agence Bipolar. On est situé à Montpellier. On est ravis ce matin là de venir vous présenter ce qu'une agence culturelle comme Bipolar peut proposer dans le cadre des ABC, où on vient faire des relevés de comment les habitants vivent, perçoivent et racontent le vivant autour d'eux. Alors, si notre métier à nous, originellement à Bipolar et une agence comme la nôtre, c'est celui de la production artistique, notre travail aujourd'hui, il s'inscrit surtout dans des démarches territoriales et pas uniquement dans le registre créatif, culturel ou artistique, mais avec en déployant des méthodologies qui nous permettent de travailler aujourd'hui un peu précisément sur les relations qu'entretiennent les habitants, les territoires dans les territoires et le vivant. Euh, on crée des formes de dialogue autour du vivant, très concrètement, hein, c'est des balades, c'est des enquêtes, des arpentages qui nous permettent avec les habitants et les acteurs de parcourir et d'arpenter les territoires. Et on part toujours de ce que vivent les gens avec leur environnement, donc les usages qu'ils en ont, la rivière à côté de chez eux, le parc, etc. Et on tente de rendre aussi ces enjeux sensibles, appropriables, en sortant de la technique ou de la vision uniquement naturaliste, qui est importante, hein, mais nous, on revient à ce qui est ressenti, vécu par les habitants, les acteurs, les participants en tout cas au dispositif. Et on tente aussi de mettre en place une culture commune du territoire qui se fait par les récits, des imaginaires mobilisés, les attachements, les relations qui sont relevés lors des arpentages, des ateliers, des dispositifs pardon, qu'on met en place. Alors, sur les ABC, très concrètement, notre manière d'intervenir, c'est de venir faire une sorte d'inventaire. C'est vrai qu'on parle souvent de données, d'inventaire, de cartographie dans les ABC. Et nous, notre question qui reste ouverte et qu'on vient travailler, c'est comment faire pour que cette biodiversité devienne réellement une affaire collective. Comment on embarque, pour le dire peut-être plus simplement, les gens du territoire pour faire évoluer ce rapport au vivant et aller un peu au-delà des seuls convaincus. Et c'est là où notre ingénierie culturelle, on va dire, se met en place. Point de départ qu'on se donne, c'est notre grande théorie, on pourrait le dire comme ça, c'est on protège mieux ce avec quoi, ce avec qui on a créé une relation. Et donc notre travail, c'est bien de venir faire se relever, un relevé, un inventaire des relations. Et comment on voit comment rendre le vivant visible, sensible, très, très concret. Il y a des choses qui existent, hein, on vient simplement nous les relever, voir comment les acteurs, les habitants peuvent venir les mettre, nous les livrer et nous les mettre en exergue. Des actions très, très concrètes, rendre les enjeux du vivant perceptibles et appropriables, pour nous, c'est de faire en sorte que les habitants ne voient plus la biodiversité comme un sujet abstrait, un sujet extérieur, mais plutôt comme quelque chose qu'ils peuvent observer, comprendre, ressentir, relier aussi à leur propre vie. Donc on crée ces formats de dialogue, on disait de moments de partage, de balades, etc. Et puis on vient à la fin aussi formaliser ça avec des interventions parfois artistiques où on a des artistes qui interviennent, mais aussi avec des formats type carte sensible
Tout à l'heure, Charlène parlait des atlas des rivières de Bretagne. Voilà, bah, ça a été très inspirant pour nous et c'est comme ça qu'on a aussi formalisé des choses sur les territoires avec ces cartes sensibles. Très concrètement, là, sur les ABC, et puis peut-être vous donner un peu des exemples concrets. L'ABC, on travaille sur la commune de Montauroux, dans le Var, dans le 83, avec eux. Et sur cette partie-là, où on vient, sur cette partie uniquement, hein, puisqu'il y a des inventaires, bien entendu, qui vont se faire plus classiques, plus naturalistes. Et ce qu'on vient chercher à comprendre, c'est comment le vivant est perçu par les habitants, par les acteurs. Avec les scolaires, ouais, bien entendu, les enfants. À quoi les habitants sont attachés, quels sont les liens qui les lient concrètement à leur territoire. Et on vient qualifier, répertorier ces relations-là, ce qu'ils vivent, ce qui existe entre eux et enfin humains, non humains, comme on dit, l'ensemble de la biodiversité sur leur territoire. Et c'est important un peu, ils nous font un peu visiter leur territoire et les relations qu'ils ont sur leur ville ou leur village. Super, tu suis très très bien, Astrée, bravo. Des exemples d'ateliers, alors je vais pas vous faire la liste de ce qu'on fait, mais peut-être simplement ce qu'on utilise nous, c'est ouais, le dessin, la marche, et des choses très très simples en fait, hein. Le récit, le jeu, la cartographie, c'est comme des sortes d'outils d'aide en fait pour les participants pour observer, nous dire ce qu'ils ressentent et les aider aussi à peut-être à exprimer ce qui les relie déjà. Parce que ça, encore une fois, on vient le relever, on ne l'invente pas, ça part d'eux, ce qui les relie déjà au vivant. Donc, ces outils-là, voilà, enfin, là, vous avez la liste, mais ça se fait aussi beaucoup en marchant. On aime bien ça. Et il y a beaucoup d'artistes qui travaillent comme ça, qui sont ce qu'on appelle des artistes marcheurs. Et ça permet de se relier directement tout de suite sur site. Comme je le disais tout à l'heure, à l'instant, par contre, ils nous font un peu visiter leur propre territoire. Et sur la restitution qu'on peut faire, là à Montauroux, en tout cas, on a demandé à ce qu'on puisse travailler un peu en premier, on commence cet inventaire des relations, enfin par cet inventaire des relations, parce que l'idée c'est d'arriver très très vite à un format de restitution qui soit très, très visible, très visuel, mobilisable aussi pour la suite. Et donc, là, je vous donne l'exemple de l'atlas qu'on a réalisé sur une rivière ici, Mosson, mais Astrée, je vais passer la parole à Astrée qui va un peu mieux vous en parler. Et très concrètement, cette carte sensible, c'est les lieux importants qui sont répertoriés, les lieux importants pour les habitants, les perceptions qu'ils ont du vivant, leurs usages, leurs attachements, les relations qu'ils ont à la biodiversité. Et elle vient, cette carte, compléter les données naturalistes avec un autre type de connaissance du territoire, de celle des habitants et de leurs expériences vécues. Et on espère, avec ça, aussi faire en sorte qu'il y ait un passage à l'action qui puisse partir aussi de ces éléments-là qui ont été relevés sur le territoire. Astrid, je te passe la main. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous présenter un peu plus en détail un projet qu'on a mené sur la rivière de la Mosson, qui passe donc notamment à Montpellier, mais dans bien d'autres communes de l'Hérault. On s'est dit, il existe des diagnostics techniques, scientifiques des rivières. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'inventer des diagnostics sensibles qui révèlent les relations, les attachements et les usages que les habitants ont avec cette rivière, donc un diagnostic AUR, comme on l'a nommé. Euh, pour ça, on a travaillé avec un artiste cartographe qui s'appelle Julien Rodriguez, et avec qui on travaillera aussi sur l'ABC de Montauroux. On a essayé d'imaginer du coup qu'est-ce qu'on pouvait essayer de venir collecter avec les habitants pour définir ce diagnostic sensible. Et pour ça, on a construit une légende un peu de différents éléments à venir chercher, enquêter.
qui est établi en trois axes. Un premier axe plutôt concentré sur les émotions. Quels sont les lieux en fait qui marquent les habitants auprès de cette rivière, les lieux qui les étonnent, des lieux où ils peuvent pleurer, qui les dégoûtent, où ils peuvent se mettre en colère, plein de types de lieux différents qui procurent des émotions différentes. Un deuxième axe plutôt sur l'aspect sensoriel, les sensations qu'être au bord de ce milieu de la rivière, ça procure. Donc ça va passer par l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, mais aussi les lieux de fraîcheur, les lieux de chaleur. Et un dernier axe un peu plus compliqué, celui des relations. Comment est-ce qu'on vient qualifier la relation qu'on a avec une rivière et son milieu? Et pour ça, on a décidé de partir un peu sur la base du langage de la diplomatie. Parce que c'est pas simple de définir comment est-ce qu'on qualifie une relation. Entre humains, on arrive facilement à se le dire, mais avec le non-humain, comment est-ce qu'on pourrait le qualifier? Et donc là, c'est pour ça qu'on a établi un peu quatre catégories, quatre types de relations. Plutôt les relations de conflit, de tension. Il y a une guerre ouverte qui est déclarée entre la rivière et les humains. Ou alors au contraire, c'est des relations neutres et indifférentes. La rivière, elle est abandonnée, elle est invisibilisée. Ou alors encore des relations plutôt pacifiques, de cohabitation, ou encore de coopération et d'interdépendance. Donc c'est un peu tous les différents éléments qu'on est venu chercher pendant cette grande enquête. Et pour faire cette grande enquête, on a utilisé, donc, comme le disait Mathieu, des outils en fait très simples, parce que finalement, on a organisé 8 ou 9 marches à différents endroits de la rivière, où on emmenait un groupe d'habitants, une vingtaine d'habitants, à se promener collectivement, comme ça, au bord de la rivière pendant 2 heures. Et les habitants étaient invités à l'aide d'un petit carnet d'étonnement, on appelle ça, à venir compléter justement quelles étaient, qu'est-ce qui relevait au bord de cette rivière, quelles étaient leurs émotions, leurs sensations et leurs relations. Et à l'issue de chacune de ces marches, on leur proposait de positionner sur une grande cartographie qui représentait l'ensemble du linéaire de la rivière, donc une grande carte de 12 mètres de long que vous pouvez voir sur les images. On les invitait à venir positionner à l'aide de post-it et de petits stickers, du coup, leurs différentes émotions, sensations et relations. Ce qui, au final, nous a permis de collecter, on a eu plus de 200 participants quand même sur l'ensemble de ces balades et ateliers, et on a pu collecter plus de 1000 contributions sur l'ensemble du linéaire que vous pouvez voir ici. Et donc, nous, toute cette matière, avec l'artiste, il a fallu qu'on la retravaille, qu'on la mâche un peu et qu'on essaye de l'analyser avec une méthodologie un peu rigoureuse, presque scientifique, pour essayer de voir quels grands enjeux relationnels, quels grands types de relations se dégageaient sur cette rivière. Ce qui nous amène donc à ce résultat. Là, vous en voyez un extrait, mais je vais vous mettre tout de suite après l'ensemble de la cartographie qui a été réalisée par l'artiste, où du coup, sur cette cartographie, on a essayé de représenter les différents types de relations que les humains entretenaient avec la moisson, avec un code couleur assez simple. Mais pour que vous ayez une idée un peu générale de la carte, voilà, c'était une sorte de grand, on l'a en deux formats, une sorte de grand dépliant que j'aurais dû prendre ici sous la main, mais je sais pas, et qui représente en fait l'ensemble du linéaire de la rivière avec du coup différents types de couleurs, de représentations graphiques, de verbatim aussi, qui sont issus des contributions qui ont été données par les habitants pendant les marches et ateliers. Et donc, par exemple, les types de relations qui sont représentés en vert, vous pouvez avoir la relation plutôt corporelle que les gens entretiennent avec la rivière, là où est-ce qu'ils veulent aller, là où est-ce que la rivière est accessible, où ils peuvent rentrer en contact avec elle. On a aussi la relation de soins. Comment est-ce qu'on soigne la rivière, quelle action on entreprend pour ça, et puis aussi comment est-ce que la rivière nous soigne en retour. C'est une relation, la relation de soins, c'est une relation qui est quand même très réciproque, enfin, qui est à double sens entre la rivière et les humains. Et puis en bleu clair, plutôt la relation d'interdépendance. En rose, tout ce qui relève des imaginaires et des récits. Donc la relation plutôt symbolique cette fois-ci. Vous avez des petites bulles en haut de la carte qui représentent les lieux assez marquants du territoire pour les habitants. Et puis enfin, en rouge, les relations plutôt de conflit, frictionnel, tension, abandon. Et en jaune, toutes les zones qui sont plus ou moins qui sont assez peu explorées encore à l'heure actuelle, deux fois à cause d'un manque d'accessibilité, mais qui du coup sont un peu définies comme des zones de potentiel relationnel à développer. Alors je sais que la carte, vous ne pouvez pas la voir très précisément ici, mais si jamais vous voulez la retrouver, on pourra vous l'envoyer aussi après, ou vous pouvez la retrouver sur notre site. Ouais, Voilà pour Mathieu. la présentation de l'Atlas. Merci beaucoup Astrée, merci beaucoup Mathieu. Mathieu vient de la mettre dans le Ah chat, hein, super, donc vous parfait. pouvez la consulter en direct. Du coup, je vous ai pas coupé Astrée, vous aviez fini, hein? Ouais. Oui, oui, c'est tout bon. Oui, Ok. oui. Merci beaucoup hein, à Bipolar d'avoir fait cette intervention. C'était vraiment très intéressant. J'en profite pendant que
Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour les intervenants, à ouvrir votre micro, prendre la parole sur ce sujet-là. On peut avoir un petit temps d'échange désormais si vous avez des questions. Et peut-être en attendant que chacun réfléchisse à des questions, je revenais juste un tout petit peu en arrière. Donc il y a eu une question dans le chat pour savoir si les élus pourraient assister à la formation dont tu as parlé, Charlène, juste avant, donc qui va se dérouler à Montpellier. Donc la réponse est bien oui, hein. On, on vous transmettra les informations, notamment via les lettres d'information TEN et ABC, hein, sur cette formation pour ceux qui voudront s'inscrire. Voilà. Euh, Histoire de lancer un petit peu la dynamique, peut-être, moi j'aurais une petite question pour vous, notamment sur un peu l'opérationnalisation de cet outil, enfin finalement notamment l'évaluation de la carte sensible et enfin, dans quelle mesure selon vous est-ce que c'est vraiment adaptable partout sur toutes les communes, sur tous les territoires? Qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette question de l'adaptabilité, de l'exportabilité en fait, si je puis dire? Je réponds, mais tu peux compléter, Astrée. Non, je pense que ça peut vraiment se faire de partout. Après, c'est simplement, il faut mettre en jeu l'ensemble des acteurs qu'on va venir contacter. Donc, ça demande un peu de temps sur un territoire pour mettre en place ça. Mais on le fait aussi de manière beaucoup plus simple, là, sur Montauroux. Là, l'atlas qu'on vient de présenter sur la motion, c'est une démarche assez longue, assez dense. Mais aujourd'hui, on sait le mettre en place de manière un peu plus, peut-être légère, et toujours en collaborant avec cet artiste-là. Donc ça peut se déployer très facilement aujourd'hui, encore plus facilement peut-être puisqu'on l'a déjà expérimenté, c'est facile de le redéployer, quoi. Voilà. D'accord, oui, et donc à cet égard, il y a donc cette exportabilité qui existe, et puis du coup, si je comprends bien, cette adaptabilité en matière disons, d'ampleur de l'étude, qui est quand même une étude conséquente, quoi, qui demande d'aller s'intéresser, d'aller organiser des balades, d'aller organiser des ateliers pour aller récolter toutes ces informations. Donc c'est quand même une étude qui demande du temps, qui demande de l'énergie de l'investissement, mais qui peut se calibrer. Oui, mais parce que là, c'était très expérimental, parce qu'on ne l'avait jamais fait, parce que ça n'existe pas, en fait. Un diagnostic sensible d'une rivière, ça n'existe pas. Mm. Et donc, on l'a fait, c'est ce qu'on disait, hein, tout à l'heure, avec une méthodologie un peu scientifique, etc. Mm. Mais parce qu'il fallait, à un moment donné, déployer et tester cette sorte et inventer une méthodologie, la tester, l'évaluer, parce que c'est ce qu'on fait Mm. aussi, pour pouvoir aujourd'hui avoir une espèce de dispositif très déployable et démultipliable aussi à souhait, quoi. Donc, oui, oui, c'était très dense, ce Mm. travail sur la motion. Mais on peut le Bien faire sûr. plus simplement là maintenant. je vois qu'il y a d'autres personnes qui lèvent la main. Cécile, je te passe la parole pour une question. Oui, sur les différents formats, les différentes approches sensibles. Alors, j'ai adoré l'exemple du crieur. Là, je trouve que la carte, c'est vraiment un bel objet in fine avec ce graphisme, etc. Moi, j'avais vu une fois un livre-récit type bande dessinée. Est-ce qu'il y a d'autres formats d'approche du travail, rapport humain, non humain, en tout cas du développement de ce rapport qui existent en plus de la cartographie ou du livre illustré, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez nous citer? Ouais, il y a pas mal de choses qui existent, hein. Puis notamment, l'agence Bipolar a aussi travaillé sur d'autres formats. Alors, qu'est-ce que je pourrais citer toujours sur l'ABC Côte d'Emeraude, dans lequel on retrouvait Tino Rossignol. Il y a un petit livret qui avait été édité et ça s'appelait Paroles des amoureux de la Côte d'Emeraude. Et donc, c'était des personnes plutôt âgées de la collectivité qui racontaient des souvenirs. Et puis, c'était illustré, c'était une jolie publication. Euh, On peut, donc là, je suis en train de réfléchir à- au sein des atlas de la biodiversité communale, sachant que c'est encore émergent, hein, au sein des ABC, ce type d'approche, et que on souhaite vraiment, à travers la campagne
des ABC 2025, encourager cette dynamique, ces nouveaux volets au sein des ABC. Donc, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience pour le moment. Euh, Mathieu, tu veux ajouter, tu es illustré par d'autres projets, Voilà. peut-être. Pas précisément, mais il y en a plein. Mais Ouais. il pourrait y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pourrait rendre compte ça avec des danseurs, des visites apprenantes, des podcasts, des émissions de radio dans l'espace public. Enfin, il y a mille manières Mm. à inventer pour rendre compte parce qu'on garde quand même toujours un peu cet objectif, c'est de mobiliser les gens quand même. C'est de faire Mm. en sorte que les uns et les autres, acteurs, élus, habitants, habitantes, etc., puissent à un moment donné écarquiller les yeux, puis se dire, ah ben tiens, ça me plaît, parce qu'il y a un format un peu Mm. nouveau. S'il n'est pas nouveau, en tout cas, parce que les cartes sensibles, c'est pas nouveau, mais en tout cas, on n'a pas trop l'habitude de le voir, alors ça attire un peu les gens. Et pour répondre peut-être aussi à la question qui vient d'être posée, Pour sur l'exploitation, oui, c'est Natacha oui, dans Berlin le cadre de l'ABC, mais tout à l'heure, bah, ouais. parce qu'on l'a un peu moins dit ici, mais, mais Astrid l'a un petit peu dit sur la partie en jaune là, de l'atlas qu'on a présenté sur la motion, c'est vraiment ce qu'on va, les points qu'on pourrait travailler, les points d'amélioration, on va dire, de l'ensemble des relations que les gens ont avec cette rivière. Et dans les ABC, c'est un peu ça, c'est le plan d'action. Comment le plan d'action, il peut partir aussi de ce qui existe, de ce qui n'existe pas, de ce qui va, de ce qui ne va pas. On relève pas seulement les choses positives. Mm. C'est pas seulement ah c'est merveilleux, ah c'est beau. Il y a aussi bah, ça pue. Il y a un endroit, la rivière, ça sent mauvais. Et pourquoi alors, etc. Donc, il y a un plan d'action qui peut partir à partir de ça. Et pour compléter aussi l'inventaire qu'on fait des relations, des attachements et des perceptions, c'est quelque chose qui va être aussi complémentaire avec les inventaires naturalistes. Si par exemple on vient confronter la perception que les gens ont de la biodiversité sur leur territoire à tel endroit donné, on va pouvoir confronter avec les inventaires que les naturalistes auront fait et voir s'il y a de la cohérence entre la perception et la réalité aussi Mm. du territoire, quoi. Mm. Et puis, une autre piste intéressante, c'est ces cartographies sensibles, réalisées collectivement. Elles peuvent permettre, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, mais de dessiner, d'envisager une trame sensible sur le territoire qui pourrait venir compléter le panel de trames existantes De cartes, et de trames, dans ouais. le ouais, Mm. et donc dans une perspective de révision du PLU ou d'autres documents de planification du territoire, on peut imaginer une prise en compte de ces cartes et trames sensibles. Mm. Oui, je juste complète, pardon, Charlène, mais c'est la fameuse trame relationnelle ou trame sensible et cette fameuse continuité. À un moment donné, à côté d'une continuité écologique, comment on peut imaginer qu'il y a une continuité des relations, en fait, sur une trame. Bah, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Je vois que dans le chat aussi, il y a eu des compléments avec des propositions de format par le compte, des compteurs Mm. voilà, enfin, tous les outils mobilisables, effectivement. Et on Euh, peut aussi renvoyer peut-être, pardon, je te coupe, mais oui, vas-y, à vas-y. l'appel à projet érable, Oui. qui a été lancé par le GIP EPO. Et donc là, c'est aussi une quinzaine de projets en cours avec une dimension artistique très forte qui est intégrée au processus. L'objectif en fait de ces projets, c'est la mise en récit du territoire et donc ça implique euh, les collectivités, les scientifiques, les artistes et puis tout un tas d'acteurs socio-économiques et la population sur le territoire. Et donc là, il y a des formats assez variés en termes artistiques. Moi, Oui. j'en profite également sur cette longue lignée, tant qu'on y est, pour vous faire un petit teaser pour la future journée de rencontre, l'une des futures journées de rencontre qui aura lieu courant juin, notamment dans la commune de Villeneuve, et où vous pourrez aussi éventuellement découvrir, si vous êtes présent ou présente, pareil, disons, une approche sensible du projet de restauration, notamment de Mare sur la commune, qui a notamment
pour ne pas aller trop loin, via des QR codes, permet d'avoir accès à toute une fiche espèce qui, a priori, mènerait vers une symphonie des mares. Je n'en dis pas plus. Mais voilà, enfin, il y a tout un tas d'approches possibles qui est longue et je pense réinventable à souhait au fil des territoires et de leurs sujets particuliers. Et donc, par rapport à ce que vient de dire Charline, vous avez reçu un mail pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas, enfin, une newsletter pour vous inscrire à ces rencontres. Donc, il y a celle sur le territoire de la communauté de communes du Clermontais, effectivement, le 19 juin. Et, si je ne dis pas de bêtises, le 23 juin sur la commune de Blagnac. Voilà. Peut-être juste avant de passer au dernier intervenant, je vois qu'il y a une dernière question dans le chat. Moi, j'ai rajouté le lien vers le projet Érable dont vient de parler Charlène également dans le chat. La dernière question, je pense qu'il s'adresse plutôt à Bipolar là à ce stade. Peut-être qu'on pourra la poser également à notre dernière intervenante. Mais avez-vous rencontré des freins ou des choses qui n'ont pas fonctionné et quel a été le retour des participants? J'imagine que c'est sur le projet Mosson. Ça fait référence au projet Mosson. Enfin, n'hésitez pas à prendre la parole à Coralie pour préciser si besoin. Oui, on a rencontré des freins. Bah, après, il y a des biais surtout dans ce qu'on fait, dans ce type d'enquête sensible. Donc, voilà, donc ça aussi, ça, c'est un premier frein, je veux dire. Il y a des choses qui n'auraient pas fonctionné. Bah, au début, les balades, c'est un peu timide. Et puis, plus ça va, plus on en fait, plus les gens parlent, plus les gens viennent et plus il y a du monde. Donc, au début, ça fonctionne doucement et après, ça a bien marché. Et sur les retours des participants, je sais pas, tu as quelque chose, toi, Astrée, toi qui as Bah, fait c'est ce que quelques tu disais parcours. un peu, c'est qu'au début, ils sont un peu curieux, ils savent pas trop dans quoi ils mettent les pieds, puis au final, certains participants qui étaient venus très en aval de la rivière sur les premières communes, les premières balades, bah, se sont retrouvés aussi investis à suivre les autres marches pour découvrir d'autres endroits de la rivière et voir des similitudes aussi entre les différents habitants de différentes communes, entre les relations et les sensations qu'ils pouvaient percevoir. Donc c'est plutôt ça, ça a suscité quand même pas mal de curiosité et aussi de la part des élus et techniciens qui ont suivi ce projet-là. On a été notamment très en partenariat avec le PTB Lèze, qui était donc la structure gestionnaire là, sur cette rivière et qui nous a vachement accompagnés tout du long et qui de plus en plus s'acculture aussi à ce qu'on fait et commence à y voir l'intérêt dans de futurs projets, imaginons de planification relationnelle, pourquoi pas. Et je veux bien rajouter quelque chose rapidement, mais le constat qu'au sein des ABC, on a parfois du mal à mobiliser des acteurs du territoire qui ne se mobilisent pas volontairement, naturellement sur les enjeux de biodiversité. Donc, ce type d'approche peut permettre de favoriser en fait la mobilisation d'un public un peu nouveau. Et ce qu'on incite aussi, c'est à la mise en place de partenariats ou de se rapprocher de structures assez diverses et pas que d'associations naturalistes. Je pense, bon, alors les écoles, ça se fait assez souvent, mais les médiathèques, la CAF, le CCAS, pour aller chercher des publics assez divers. Superbe, ça nous fait une parfaite transition pour notre dernière intervenante, donc Natacha Berlin, chargée de mission environnement donc à la commune, à la ville de Tarbes, qui nous parlera notamment de la question de l'amnésie environnementale avec une légère incursion du côté de la cartographie sensible également, il me semble. Je vais donc de ce pas Alors, est-ce que repartager le mon micro écran. marche? Oui, Bon. Natacha, c'est parfait. Parce que le son ne sort pas par le casque pour des raisons mystérieuses. Alors, voilà. Hop, puisque ça m'apparaît. Donc, Tarbes, nous, on est lauréat de l'appel à candidature ABC de la dernière mouture fin 2025. Et comme c'est tombé en plein période préélectorale, ce que je vais vous raconter là, c'est encore des réflexions sur l'établi. On n'en est pas du tout au même stade que ce que vous venez de présenter sur ces cartes sensibles. C'est encore des réflexions et c'est pas encore mis en œuvre. Ça va peut-être être un peu plus brouillon que ce qu'a présenté Bipolar. Vous pouvez passer à la diapo d'après.
Voilà, donc quand on a répondu à cet appel à candidature, effectivement, il y a eu une appétence pour ce volet rapport au vivant. Et donc, nous, on a choisi de travailler sur 2 pistes. La lutte contre l'amnésie environnementale, et en s'appuyant notamment, j'y reviendrai, sur le site du Muséum national d'histoire naturelle qui a été cité tout à l'heure, hein, Histoire de nature. Et puis par ailleurs, une approche carte sensible. Donc ça, j'insisterai pas dessus comme on a une brillante présentation à l'instant, mais les deux approches vont évidemment se nourrir l'une l'autre. C'est pas hermétique. On peut passer à la diapo suivante. Donc juste, je revenais sur, sans faire une thèse sur le sujet, l'amnésie environnementale, ça a été évoqué tout à l'heure, hein. C'est l'idée que, au fur et à mesure des générations, en fait, on perd la mémoire de ce qu'a pu être la nature. Je prends un exemple, un tarbais qui naît aujourd'hui va peut-être connaître, je dis n'importe quoi, 30 espèces d'oiseaux. Ses parents ont pu en connaître 100 et puis les grands-parents en connaître 200 ou 300. Et le problème, voilà, c'est que le référentiel évolue et donc un enfant qui naît aujourd'hui va penser que 30 espèces d'oiseaux, c'est bien, et si on passe à 29, c'est pas très grave. Alors qu'en fait, on est passé peut-être de plusieurs centaines à 29. Donc l'enjeu, c'est de renforcer, de créer, recréer cette mémoire collective des changements environnementaux à travers des récits, à travers des témoignages, à travers des archives, à travers des objets qui montrent ce qui a pu exister, ce qui n'existe plus, le partage d'expériences, et puis des souvenirs et des émotions. L'idée, c'est à la fois de collecter, ensuite de partager ce qu'on a collecté et de susciter l'émotion. Et comme ce que vous avez pu dire au travers des cartes sensibles, l'idée, c'est d'aller chercher les gens pour parler de biodiversité, mais par des approches différentes, des approches techniques ou inventaires et autres. Aller susciter autre chose. On peut passer à la diapo suivante. Donc une fois qu'on s'est dit ça et qu'au stade de la candidature, on a une idée un peu générique de ce qu'on veut faire, en gros, aller collecter la parole de ceux qui ont connu la nature avant. Donc, c'est les personnes âgées sur Tarbes. Comment fait-on? Je me suis posé la question. Alors, moi, les premières idées, ça a été de me dire, alors je cherche les traces du passé, donc je vais déjà aller voir ce qu'on a aux archives. On a à la fois, nous, à Tarbes, les archives municipales et puis les archives départementales, parce que le siège est ici. Donc, aller rechercher ce qui déjà me montre l'évolution de la nature sur le territoire. Donc, on a des plans, on peut remonter jusqu'au Moyen-Âge, et notamment, ça nous montre que les 2 rivières qui enserrent la ville, évidemment, ont été profondément modifiées, anthropisées, et tout le monde n'a pas forcément cette image. Beaucoup de canaux avaient été créés à une certaine époque sur Tarbes pour, à base des canaux secondaires, des cours d'eau principaux, pour des activités anthropiques, mais marquaient aussi, c'était aussi un marqueur de la biodiversité. Ils ont disparu depuis. On a des cartes postales, des images qui peuvent montrer comment c'était avant, et je me suis dit que ça peut être un bon matériau aussi pour aller susciter la parole, pour aller interviewer les gens sur la ville, hein. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Je suis en contact avec les archives et qui, eux, sont très friands de cette approche parce qu'ils disent qu'ils vont pouvoir récupérer, justement, ils vont pouvoir nourrir leurs archives de témoignages, peut-être de nouvelles images ou d'objets qui vont sortir des placards. L'autre point, c'est où est-ce que je trouve les personnes âgées sur Tarbes. Alors, je sais que si je vais au marché, je vais en croiser pas mal, mais il y a d'autres pistes. Là, la première clé d'entrée, c'était d'aller voir le CCAS, parce que c'est eux qui portent les politiques de la ville envers les seniors. C'est le CCAS qui gère la maison de retraite de la ville, le foyer, etc. Donc, je les ai rencontrés, eux aussi intéressés par le sujet. J'ai rencontré, par exemple, le directeur de la maison de retraite, très intéressé, parce que ça fait une activité de plus à proposer à ses résidents, donc il est plutôt friand. Voilà, j'ai interrogé ces différents services pour comprendre comment j'allais pouvoir trouver ces seniors qui pourraient éventuellement témoigner. Il s'avère que la ville, il y a 1 an et demi à peu près, a commencé à travailler pour briguer un label qui s'appelle Ville Amie des Aînés. Et à cette occasion, il y a des groupes de travail qui ont été montés avec des personnes âgées, sous forme, groupe de travail, de concertation. Il en a été une émanation de ça, de ce travail, c'est ce qui s'appelle les cafés papotes. Voilà, autour d'un café, on papote de sujets et d'autres. Et le CCAS m'a proposé de réactiver ces cafés papotes autour de ce travail sur l'amnésie environnementale avec les Tarbais. J'ai aussi interrogé le service culturel et puis l'école d'art. Il s'avère qu'on a une école d'art basée à Tarbes et à Pau, mais qui a une antenne à Tarbes. En me disant, c'est ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, hein, sur les cartes sensibles, est-ce qu'il n'y a pas des façons après, une fois que je vais récupérer ce matériau, en fait,
comment je vais l'exploiter, comment je vais le restituer. Donc ça, c'est pas arrêté. Autant je suis sûre qu'on va on va s'appuyer sur la plateforme du Muséum national d'histoire naturelle, mais il y a peut-être d'autres façons de diffuser ça à l'échelle de la ville. Et ça, c'est pas encore arrêté, c'est en discussion. En gros, tout le monde est hyper partant quand je présente le projet en disant ouais, c'est super, on peut faire des trucs ensemble. On n'arrive pas encore à définir précisément ce qu'on va faire ensemble. Et puis, il y a un sujet qui nourrit ces interrogations, c'est quel budget on a. Et j'y reviendrai peut-être. Au moment de la candidature, c'était plus une idée qu'une feuille de route très précise, travailler sur ce sujet de l'amnésie environnementale. À un moment, il fallait demander des sous, donc il fallait mettre un budget. Je le dis clairement, il a été mis un petit peu au hasard, en n'osant pas trop demander, en se disant si je demande trop, peut-être la candidature va pas être retenue. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je me retrouve avec un budget peut-être un petit peu trop serré pour travailler sur ces sujets. Ou en tout cas, pris à l'envers, il va falloir que je fasse avec ce budget. Et donc, ça sera peut-être pas aussi ambitieux que ce que j'imaginais au départ, hein. Et donc, la question se pose, par exemple, quand je vais voir l'école d'art, ils me disent, OK, on va bien bosser ensemble, mais vous avez combien? Donc, ça limite vite voilà, l'envergure. Bref, l'idée générale, c'est de combiner à la fois une approche historique avec des fonds, cartos, iconographiques et de la mémoire vivante, les témoignages. On peut passer à la diapo d'après. Et donc, la structuration de ce que j'imagine faire pour la mission, c'est d'abord partir concevoir effectivement un fond qui peut montrer l'évolution des paysages naturels. Donc là, j'ai les deux pistes, les archives, ce que je vous ai évoqué. Et puis, par ailleurs, pour l'ABC, on va passer une convention avec le Parc national des Pyrénées. Donc, la ville de Tarbes n'est pas dans le territoire du Parc national des Pyrénées. On n'est pas du tout dans les montagnes. On est un peu loin dans la plaine. Mais le siège du Parc national est à Tarbes. Et donc, il y avait une volonté commune de travailler ensemble à l'occasion de cette atlas de biodiversité communale. Et notamment, on va travailler ensemble avec un prestataire extérieur pour montrer l'évolution des paysages à partir d'interprétations photographiques sur la ville de Tarbes. Donc, je vais avoir ces deux matériaux qui vont déjà montrer comment ça a évolué et aussi montrer comment ça a évolué au-delà de la mémoire des gens encore vivants aujourd'hui. Quand je montre, par exemple, l'évolution depuis le Moyen-Âge, évidemment, il n'y a personne pour témoigner. Mais j'ai ces cartes, j'ai des fonds d'archives qui me permettent de montrer qu'au-delà de ce que me racontent les gens âgés aujourd'hui sur Tarbes, déjà avant, ça avait profondément évolué. Le cœur du sujet, c'est d'aller collecter ces traces de mémoire auprès des personnes âgées, hein, comme je l'évoquais, maisons de retraite, foyers, etc. Et toujours dans le cadre de l'ABC, on est en train de passer une convention avec le Conservatoire botanique, hein, qui a son siège à quelques kilomètres de Tarbes et qui va nous aider à réaliser cet ABC. Il s'avère qu'ils ont alors je vais peut-être pas dire les bons termes, je crois que ce sont des anthropologues notamment, et eux étaient très intéressés pour travailler sur ce sujet de l'amnésie collective, de l'amnésie environnementale et de la reconstitution d'une mémoire collective. Et donc, ils m'ont proposé d'intégrer dans la convention le fait de travailler avec une ou deux classes de lycéens qui pourraient aller interroger des personnes âgées, soit dans leur famille, cercle proche ou ailleurs dans la ville, sur ces traces de mémoire environnementale. Donc, j'ai dit peut-être parce que voilà, la convention n'est pas encore signée, mais normalement, tout ça va se faire. Donc ça, le fait d'aller discuter en fait de ce sujet un petit peu avec tout le monde, ça fait évoluer un petit peu. Ça nourrit la démarche, ça précise ce qu'on veut faire et puis ça ouvre des portes qu'on n'avait pas forcément imaginées. Voilà. Typiquement, je n'imaginais pas travailler sur ce sujet avec le conservatoire botanique et ça va sans doute se faire. Et puis l'étape d'après, ce sera de partager cette mémoire collective. Et j'ai une dernière diapo juste sur justement cette plateforme Histoire de Nature. Je vous ai remis, j'ai fait un copier-coller un peu synthétisé de la façon dont l'approche cette plateforme est personnellement qui me séduit. On va s'inspirer de ça, hein. Ce qu'elle propose, c'est commencer par sélectionner un élément du passé qui vous interpelle et évoque un changement environnemental. Donc c'est ce que je disais, ça peut être une photo, ça peut être un article, ça peut être une photo perso ou pas, ça peut être voilà ce qui propose un extrait vidéo, un objet, et que sais-je encore. Et l'idée après, c'est d'exposer son lien avec ce qu'on a choisi et de montrer en quoi cet objet, ce document, ce qu'on montre, évoque les changements de la nature ou nos relations à elle. Et quelles leçons éventuellement on en tirerait pour les transformations en cours.
compléter votre récit en racontant vos émotions, car elles font partie intégrante de cette collection expérimentale. Sans dire raconter vos émotions, à partir du moment où on collecte, où c'est du témoignage oral, il y a forcément de l'émotion qui va passer. Donc j'espère pouvoir peut-être en faire des capsules vidéo qui me serviront ensuite à interpeller, à partager et peut-être à faire parler d'autres personnes au fur et à mesure de la collecte. Et donc, je le développe pas, mais voilà, nous aussi, on a cette volonté de travailler une carte sensible du territoire ou d'un petit bout du territoire parce qu'on a un petit budget. On va voir comment ça se dessine et il y aura des liens parce que là aussi, l'idée, c'est d'aller chercher des liens, de l'émotion. Ça peut être aujourd'hui et hier. On va peut-être finalement combiner les deux approches. Voilà dans les grandes lignes. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. C'est vraiment très intéressant de pouvoir voir comment une collectivité s'empare de ce sujet-là, parce que bah, vous avez d'autres contraintes et on le sait bien. Je regarde tout de suite si on a des questions dans le chat, j'en vois pas, mais peut-être moi j'en ai une, alors je démarre tout de suite. Je ne crois pas que vous l'ayez détaillé et peut-être ce serait intéressant de le faire ici. Comment on fait pour embarquer un conseil municipal et des élus sur un sujet tel que celui-là? Quels argumentaires on déploie voilà, pour attaquer ce morceau qui est pas quand même un sujet classique de compétences et de portage par les élus. Mais bon, je pense que voilà, je pense que ça peut intéresser, mais il y a manière et manière de le faire. Alors, je vais vous faire une réponse un peu molle et peut-être pas très intéressante pour le coup. La candidature ABC, elle a été proposée au précédent conseil municipal, hein, donc avant les élections, adoptée à la majorité. Je ne sais pas qui a lu le. Je devrais pas Oui, dire ça. Voilà, qui a non, lu mais le dossier de candidature en entier? Le DGS, j'en suis sûre. Hmm. L'élu Voilà, environnement, je ne sais pas jusqu'où ça a été. L'idée d'accord. générale a séduit, voilà, voté à l'unanimité. Depuis, on a quasiment complètement changé d'équipe politique. Mhm. Voilà, il y a eu un changement conséquent de mandature à la ville de Tarbes. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire que les nouveaux élus me font confiance. Ils savent que cet ABC est lancé, ils attendent de voir. Mhm. On n'en a pas fait de présentation officielle, y compris pas plus, pas moins sur ce volet. Donc, Donc pour c'est quelque l'instant, chose qui je n'ai va venir. embarqué Hmm. personne. Il est prévu que je le fasse. Je n'ai Hmm. pas d'opposition. Hmm. Voilà. Ok, ok. Non, non, mais merci. Non, voilà, on sait très bien que la mobilisation des élus, c'est pas le sujet le plus facile. Je vois que mon collègue du Gard lève la main, donc je vais lui passer la parole. Oui, bonjour, c'est Joseph, et pas Joseph Delvalle. Euh, bah, bon, bah, merci d'avoir organisé ce webinaire déjà. Euh, Quelques remarques, en fait. Moi, en fait, j'avais noté le webinaire, en fait, parce que j'étais sur ce qui a été présenté en introduction, c'est-à-dire modifier, en fait, notre rapport au vivant et pour induire, en fait, enfin, accompagner les changements transformateurs, notamment attendus par l'IPBES. Ce que j'entends aujourd'hui, alors moi je trouve toutes ces initiatives intéressantes, mais j'ai l'impression qu'on collecte surtout la manière de penser notre rapport au vivant jusqu'à aujourd'hui, en fait, mais qu'on n'interroge pas notre manière de penser notre rapport au vivant. Alors il faut peut-être commencer par la collecter, mais en fait, moi je ne suis pas persuadé que la vision, enfin, je suis même convaincu du contraire, en fait, hein, que la manière dont les anciens percevaient le vivant était soit source de progrès, hein. Alors, je le distingue pour le coup de l'amnésie environnementale, qui est une des raisons pour lesquelles, effectivement, on peut avoir une, une, une difficulté à identifier l'érosion de la biodiversité, mais qui n'est pas forcément à mettre en lien avec. Enfin, moi, si je me projette sur les expériences des anciens que je côtoie, et j'en côtoie pas mal, je pense pas que leur approche du vivant était, enfin, soit un levier en fait pour mieux prendre en compte le vivant dans le futur. Il y avait une forme d'insensibilité hein, par rapport aux animaux domestiques, aux animaux d'élevage. Je ne suis pas sûr que la connaissance des anciens sur la nature soit meilleure, hein. Enfin, généralement, les chasseurs, ils connaissaient trois espèces, les pêcheurs, ils en connaissaient qu'une. Quand ils n'avaient pas en plus des jugements de valeur qui étaient très, très orientés et pas fondés scientifiquement, quoi.
Donc c'est vrai que c'est une bonne chose de collecter, et à mon avis, il faut commencer par là, hein, sur quel est le rapport que les gens ont au vivant, mais il y a à mon avis deux biais. C'est que le premier, enfin il y a trois biais. Le premier, c'est qu'effectivement, on va entériner en fait un rapport au vivant qui vise un tout petit nombre d'espèces en fait, et on n'élargit pas tellement la focale. Et le biais principal, c'est justement qu'on n'interroge pas, à mon avis, nos biais qui nous font mal penser notre rapport au vivant. Et voilà, donc ça, c'est certainement un projet de développement hein, qu'il faudra avoir, mais c'est vrai qu'on a quelques communes dans le Gard, en particulier à la faveur d'ABC, qui ont voulu Mm. interroger ce rapport au vivant. C'est une question très difficile, Mm. qui est fondamentale en fait, parce qu'il n'y a que celle-là qui est susceptible d'induire les changements transformateurs en fait, hein. C'est-à-dire que c'est bien en modifiant notre rapport au vivant qu'on va finalement trouver l'énergie en fait, le ressort nécessaire pour engager ces changements qui sont tous coûteux en fait. Parce que si on en est là, c'est qu'on fait spontanément ce qui nous va bien, et en fait, il faut demain faire totalement différemment en intégrant un référentiel qui n'est pas celui qu'on a en tête. Et voilà, donc je pense qu'il faut quand même, voilà, il faut avoir les étapes qui vont venir derrière, parce que tout ce qui est fait là, c'est bien parce que c'est certainement nécessaire pour recueillir la manière de penser, mais après, il faut vraiment interroger la manière de penser. Mm. Et ça, j'ai Mm. pas vu, et je ne sais pas s'il y a, en fait, ma Et question ben était pour en juste, venir là, c'est ouais. comment on fait aujourd'hui Mm. pour infléchir, en tout cas identifier les biais, hein, enfin en tout cas les Mm. implicites, les verrous, tous les présupposés, et même les impensés en fait qui font qu'on pense tellement mal le vivant et que ça nous amène en fait à avoir cette attitude qu'on a par rapport à lui. Et comment on fait pour les identifier et comment on fait pour les réformer, quoi. Ouais, mais c'est intéressant, Joseph. Du coup, je sais pas si Charlène, vous avez des pistes d'éléments de réponse, des Bah, premières réflexions sur ces sujets-là. Peut-être je peux te passer la parole. ouais, il y a plusieurs choses. Merci pour pour tout ça. Je commencerai par dire peut-être que en tout cas, on défend pas du tout l'idée que la relation au vivant dans le passé était la bonne et qu'il faudrait revenir vers ça. Euh, Là, en travaillant sur l'amnésie environnementale, c'est plutôt à la fois ce qu'on disait, hein, de faire vivre cette mémoire collective et donc d'être en capacité de montrer des changements à des échelles territoriales qui se sont, enfin, l'évolution de ces changements. Parce que c'est vrai qu'en fait, les grands constats à l'échelle nationale, internationale, d'érosion de la biodiversité, d'effondrement, etc., ça peut, à juste titre, hein, générer une certaine angoisse, de l'éco-anxiété et puis finalement peu de prise pour travailler sur ce sujet-là. Donc déjà de repositionner ces enjeux-là à des échelles locales, territoriales et d'identifier ben, sur mon territoire, voilà ce qui a évolué. Ça peut permettre peut-être euh, de mieux comprendre les enjeux. Aussi, moi, ce que je trouve assez puissant dans ces approches-là, c'est qu'aujourd'hui, on fait le constat que les enjeux écologiques ou l'écologie peut être un facteur de clivage au sein de nos sociétés et que peut-être travailler cette relation au vivant, alors il y a peut-être un vocable aussi à adapter, mais de parler de qu'est-ce qui nous relie, en quoi on est attaché à tel fleuve, à telle forêt, ce qu'on y faisait, etc. C'est peut-être une nouvelle manière de se connecter entre nous, humains, de faire de ce vivant un facteur de cohésion et de renouer le dialogue, en fait, et ça à toutes les échelles, hein. Et après, j'entends la question OK, de la collecte, c'est bien, mais en quoi ça peut impulser vraiment des changements, des transformations? Euh, Moi, je dirais qu'il y a deux choses. Là, c'est vrai qu'on est plutôt à une partie diagnostic, on collecte, on fait des cartes, on fait état d'eux. Euh, Ce qu'on souhaite aussi, c'est que ben, les décideurs s'en saisissent et que ces relations d'attachement, ces relations sensibles, et ben, elles soient
qu'en fait, ça recouvre des valeurs qui sont aussi légitimes que des savoirs scientifiques ou que des éléments plutôt d'ordre juridique, réglementaire, et que ça puisse influencer la décision, l'aménagement, ou en tout cas renouveler le dialogue à des échelles territoriales. Et peut-être juste dire que pour euh, favoriser ça aussi, on a organisé en début d'année un colloque avec le Conseil économique, social et environnemental, donc la troisième chambre après le Sénat et le Parlement, pour porter ces enjeux de relations vivants à différents niveaux dans la société. Donc, il y a eu des recommandations qui ont été faites et parmi celles-ci, il y a l'idée de rendre plus systématique en fait ces diagnostics sensibles sur les relations en amont du déploiement de politiques publiques, euh, d'aménagement, etc. Et que ça nécessite de continuer à développer des méthodes, à former sur ces méthodes. Et donc, on peut espérer en fait voilà, que ça prenne de l'ampleur et que indirectement, ensuite, ça puisse changer nos manières de prendre des décisions, mais aussi de faire société et d'être plus, parce que là, je fais écho plutôt à la réponse à la première question, mais ce qui ressortait, c'était d'être plus attentif aux espèces qui nous entourent. Et je pense que pour ça, ce type d'outils, les cartes sensibles, partager la mémoire et légitimer en fait cette parole davantage sensible sur le vivant, ça peut permettre de changer ce regard. Merci Charlène. Merci. Charline, je vois que le temps file malheureusement. On aura encore beaucoup de choses à dire sur le sujet évidemment, mais peut-être on peut lancer la dernière étape de ce webinaire. Oui, tout à fait. Après vos questions, nous allons avoir une ultime question qui vous est destinée et qui est assez facile finalement, qui est en fait parmi toutes ces approches qui vous ont été présentées, finalement lesquelles vous sembleraient applicables sur votre propre territoire. Et cette fois-ci, plusieurs réponses sont possibles. Donc il y a notamment celle de favoriser les liens intergénérationnels, mobiliser des artistes, donc troupes de théâtre, aquarellistes, etc. Construire des approches par les sens et les émotions, comme on vient de l'évoquer, recueillir les mémoires auprès des anciens et anciennes, faire vivre des contes, des légendes locales, et ou par exemple conférer un statut particulier à des espaces naturels ou à des espèces végétales et ou animales. À vous. Et, Réponse. et peut-être le temps que chacun réfléchisse un peu aux différentes pistes qui souhaiteraient explorer. J'ai vu dans la liste des participants qu'il y avait plusieurs communes qui sont déjà engagées sur ce sujet-là, la commune de Mandagou, la commune de Villefort, notamment. J'ai pas vu le détail de tout le monde, mais il y a plusieurs communes voilà, qui ont déjà engagé ces sujets et qui sont connectées ce matin. Donc, on peut vous laisser peut-être 1 ou 2 minutes le temps que vous puissiez répondre à ce quiz, à cette question au regard de tout ce qui a été présenté ce matin et de ce que vous avez pu apprendre un petit peu des différents exemples concrets qui ont été évoqués. Euh, Peut-être Stéphane, si tu peux intervenir rapidement. Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Stéphane Lefebvre, le responsable du service appui aux acteurs et d'habilitation des territoires de la DROED, c'est-à-dire. Ah, Et du ça coup, résonne, il faut que Charline coupe son. son. Et du coup, je voulais vous remercier pour les différentes présentations. C'est toujours, c'est pas bon là. Euh, on entend, ça résonne. Oui, je n'arrive pas. Charline, il faut que tu coupes ton son surtout. Et le micro. Je crois que Ok. Stéphane, si tu veux. Vous me mettez à côté de Charlie, ce sera plus simple. Je vais juste vous partager que
Moi, je croyais beaucoup à ces approches-là et à la sensibilité, notamment la sensibilité des gamins qui sommeillent en nous. Et pour exemple, hier, j'étais à une journée patrimoine bâti et préservation de la biodiversité. Et il y avait un entrepreneur, pour ne pas le citer, directeur du groupe Colas en Lozère. Et en fait, il s'est piqué au jeu de préserver la faune, la flore, de faire des travaux, d'insérer mieux dans le bâti des choses pouvant accueillir la biodiversité. Et en fait, c'était un monsieur d'une cinquantaine d'années comme moi, mais qui avait le regard pétillant et plein d'émotions de se piquer au jeu de faire alliance avec nous pour préserver la biodiversité. Donc ça, moi, j'y crois beaucoup. Il y avait le préfet qui était présent et qui souhaiterait que tout ça, ça se démultiplie dans les bâtiments administratifs de Lozère. Donc, je trouve que c'est une très chouette prise en considération et une petite amorce des changements transformateurs. Et puis, je repartage le fait que les changements transformateurs, ça se mesure à un pas de temps générationnel. Donc, pas très grave, mais même s'il y a urgence d'agir, c'est pas très grave si demain matin, sur notre smartphone, on n'a pas emporté le quitus de tout le monde. Et puis la dernière chose, je me dis que dans ce qu'il y a à faire aussi dans les territoires, c'est continuer de relayer les pensées de nos grands penseurs français. Et j'ai eu l'occasion d'écouter Philippe Descola ce matin et je vous partage le lien dans le chat parce qu'il vient de sortir un nouvel ouvrage qui s'intitule Que nous ne sommes que des hôtes de la planète. Et je trouve que ces réflexions sont toujours très inspirantes et qu'elles valent vraiment le coup d'être partagées le plus possible. Donc, je vous mets le petit lien dans le chat pour petit moment d'inspiration à la suite de ce très joli webinaire. Merci. Merci. Merci Stéphane. S'il y en a qui n'ont pas encore répondu au quiz, vous avez encore quelques secondes pour le faire là. On va voir les résultats. Mm. Je pense, Cécile, que tu peux afficher les résultats. Voilà. Charline, je te laisse clôturer. Eh ben oui, donc cette petite clôture, bah déjà, on peut constater on peut être heureux de constater qu'une diversité d'approches on peut être sélectionnées pour les appliquer dans les communes. Évidemment, les choix multiples, ça facilite toujours ces approches. Mais voilà, un petit mot de conclusion pour remercier déjà tous nos intervenants et intervenantes pour ces échanges riches qui, euh, qui ne seraient pas sans nécessité de poursuivre nos échanges et de poursuivre nos réflexions sur cette thématique, mais en tout cas, je l'espère, ce sera une belle amorce pour de futures réflexions entre porteurs de projets ou avec nous. Voilà. Ça c'est une belle chose. Et ensuite, donc pour vous dire que de toute manière, tous les supports, pour vous redire plutôt que tous les supports de cette présentation vous seront transmis, ainsi que mise à disposition du replay de ce webinaire, donc sur le site internet de l'ARB Occitanie, sur la page donc dédiée au territoire engagé pour la nature. Et voilà, en espérant que ces échanges et cette petite heure et demie vous aura permis d'avoir une meilleure vision et de répondre à vos questions sur cette thématique qui est, on l'a constaté, assez riche et également d'amorcer des façons concrètes de mettre en œuvre ces transformations qui le sont du simple fait de leur démarche déjà, je pense, de changer notre rapport collectif au vivant. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. Et Merci. très belle journée. Merci. Merci, au revoir.